ce qu'il y a de plus précis dans sa pensée. Et l'immense avantage de l'écrit par rapport au verbe, c'est que au fin des fins, c'est le mot exact que l'auteur veut donner qui est respecté. Et je crois que ça c'est très important, et c'est pour ça que ce salon du livre a un immense succès. C'est qu'on nous dit partout que le livre, la lecture, c'est terminé. Tous les ans, il y a davantage de lecteurs parce qu'ils sentent que derrière les lignes et les pages, il y a la volonté d'un homme ou d'une femme de mettre le mot exact, précis, la virgule exactement là où elle doit être mise dans sa tête. Et c'est cette précision, je crois, qui attire autant et toujours le lecteur. Alors, le responsable politique que vous êtes, votre longue expérience, vous fait aussi remarquer qu'il y a des productions littéraires qui sont des objets de communication seulement, avec oui. une durée de vie très limitée, et on en voit beaucoup en ce moment pendant la campagne électorale. Ce sont des supports médiatiques événementiels, puisque le mot est très à la mode, il faut faire de l'événement. Voilà. Du bruit médiatique. Voilà. C'est amusant d'ailleurs de relire ces livres produits là, pendant les quelques mois ou quelques semaines qui précèdent un événement politique, vous allez relire 5 ans, 10 ans ou 15 ans plus tard. C'est très amusant parce que ça permet de vérifier la réalité par rapport à l'écrit et à l'imagination. J'en dis pas plus, mais chacun me comprend. Et puis tous les bords que ce soit. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat. Alors je vais passer de l'autre côté et je vais me tourner vers Moïse Oudinot. Donc je le disais, vous êtes sociologue, vous êtes antillais et vous avez publié l'année dernière, à la présence africaine, Corps noir, tête républicaine. Alors peut-être évoquer ce livre, ce que vous souhaitiez faire partager à vos lecteurs avec ce projet littéraire. Bien dans le micro. C'est bien comme ça. On est entouré de beaucoup de bruit, donc si on veut que nos amis nous entendent. D'accord. Donc l'idée principale, c'était de partager un peu le vécu, de faire en sorte de faire que le verbe devienne chair. Voilà. Parce que pour moi, le livre, c'est ça, faire que le verbe devienne chair et devienne une matière qui puisse rester et qui puisse s'inscrire. C'est, d'après moi, une pensée que l'on formule, que l'on matérialise pour que au fil du temps, elles s'inscrivent et permettent probablement de penser à un projet du point de vue du vivre ensemble et de l'organisation de la société. Voilà. Qu'est-ce qui fait que finalement des individus peuvent aller mal, comment on peut leur apporter des explications sur le mal-être qu'ils ont et comment, de part et d'autre, on peut se renseigner, s'informer, se connaître et se rencontrer. Vous m'avez dit je voulais faire œuvre de pédagogie. Oui. Alors bon, comme vous êtes enseignant et formateur, c'est pas étonnant. Mais en l'occurrence, il s'agit de mieux faire comprendre la réalité antillaise, Absolument, qui a été malmenée par l'histoire et puis aussi parce que les gens ont un vécu assez difficile qui n'est pas souvent explicité. Et puis faire en sorte que les gens sortent un peu de l'émotion pour avoir du raisonnement, réussir à se reconstruire, réussir aussi à faire en sorte de rapprocher les peuples de France. Alors moi j'ai une question que je me posais, donc ce livre il est paru déjà il y a quelques mois. Une fois qu'il est paru, comment il a vécu, il échappe à son auteur Ah mais complètement, complètement. Déjà je pense que c'est le premier, donc il y a probablement un fantasme. Dans le livre, quand on écrit, il y a probablement l'envie que ça enflamme partout pour que tout le monde en parle, que tout le monde se l'approprie, mais en fait, on n'est pas maître du jeu. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps, il s'inscrit dans le temps, et tout doucement, tranquillement, peu à peu, parce que c'est un livre sur lequel, me semble-t-il, lire, venir et revenir plusieurs fois pour tâcher à un moment donné de saisir probablement son âme. T'es bien reçu aux Antilles ce livre? Oui, avec joie, avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors, est-ce que justement aussi le livre, pour vous, et dans le débat d'idées, ça a été un passeport qui vous a permis de porter une parole publique, d'être entendu au-delà des lignes que vous aviez écrites? Absolument, c'est un peu... on dirait même que c'est presque une carte de visite, si vous voulez. Ça vous donne la légitimité de vous exprimer sur un certain nombre de sujets, puisque du coup, la pensée qui est simplement formulée dans l'esprit
qui devient matière, vous permet à un moment donné de prendre part, par exemple, à cette table-là pour pouvoir raconter et parler du sens que ça peut avoir. Et puis au-delà même, c'est essayer de participer à la vie commune. Voilà. Oui, c'est aussi donc une reconnaissance d'être allé jusqu'au bout d'un marathon en écrivant un livre, hein, c'est un peu ça. D'abord la feuille blanche, et puis le dernier point, le point final que l'on pose, et qui finalement nous soulage de cette réflexion longue et terrible. Et puis alors, quand on vient des Antilles, quand on est aux Antilles, bien évidemment, là encore, politique et littérature, politique et écriture, c'est une réalité forte. Oui, il y a la figure d'Aimé Césaire, déjà, au départ, et puis il y a tous les hommes comme Édouard Glissant, comme Raphaël Confiant, mais principalement Aimé Césaire qui du coup, avec la poésie, avec la philosophie, a réussi à donner de l'espoir aux Antillais en leur disant que le mot ou le verbe peut les aider à retrouver leur dignité. Et cette figure, elle ne fait pas trop d'ombre, elle n'écrase pas tous les autres? Non, elle nous abrite du soleil. Ok, merci. Alors, je continue le tour de table avec Olivier Rey. Olivier Rey qui est le co-auteur avec Jean-Michel Severino d'un essai qui s'appelle Le Grand Basculement, la question sociale à l'échelle mondiale. Et avec votre co-auteur, vous aviez écrit précédemment Le temps de l'Afrique. Le Grand Basculement a été récompensé cette semaine par le prix Turgot du meilleur essai économique. Là encore, vous formez un tandem fidèle avec Severino et Rey, tous les deux, c'était des poilons d'Arcejac de l'essai économique. De fait, ce tandem fonctionne bien, peut-être parce que nous apportons des regards complémentaires sur les réalités du monde, d'un monde qui change vite. Jean-Michel Severino, qui a fait une longue carrière et qui poursuit dans les métiers du développement et justement de l'économie internationale, apporte toute cette matière, cette connaissance, cette profondeur d'expérience. Et peut-être que j'apporte un regard un peu nouveau sur ces réalités qui bougent, qui sont celles de nos générations. Et ça peut expliquer, outre l'amitié intellectuelle qu'on a tissée au fur et à mesure de l'écriture, ce tandem. Alors je le disais, vous êtes économiste, et je vais vous poser la même question qu'à Moïse Oudinot. Comment il a vécu une fois que ces deux livres d'ailleurs, hein, que ce soit Le Temps d'Afrique ou Le Grand Basculement, quels sont les destins de ces deux bébés? C'est intéressant de les comparer. Pour le Temps de l'Afrique, quand on est allé voir des éditeurs pour leur proposer un ouvrage sur l'Afrique, on nous a regardé de façon parfois un petit peu condescendante en nous disant oh, vous savez, c'est très bien d'écrire sur l'Afrique, mais un ouvrage sur l'Afrique, ça ne se vend pas. Ou alors à 500 000 exemplaires parce que c'est très spécialisé, c'est pour un public de connaisseurs. Et on était en fait assez surpris de voir que justement une fois lancé dans l'arène publique, cet ouvrage a fait débat, a fait discussion, et c'est bien ça qu'on cherchait à faire. On s'est interdit dans cet ouvrage, même si ça nous démangeait, puisqu'on est finalement des économistes de l'action publique, on s'est interdit de proposer des éléments de solution parce qu'il nous semblait qu'il fallait d'abord changer le regard qu'on portait sur ce continent. Et finalement, on est ravis du débat qui s'est mis en place. Ici, comme en Afrique, actuellement, il vient de paraître en anglais aussi. Et c'est pour créer débat au sein de la cité qu'on produit un ouvrage. Je rejoins beaucoup la remarque de Moïse Oudinot. Et pour Le Grand Basculement, on va voir, c'est en cours. Dieu sait que les grands basculements que connaît le monde en termes de l'économie mondiale saisissent chacun. C'est un livre sur la mondialisation, sur ses limites et finalement la fragilisation de certains individus dans la mondialisation. Et ça interpelle. Faudra voir à terme quelle sera l'évolution de certaines des thèses de l'ouvrage. Le Temps d'Afrique, il vit bien en Afrique, sur le continent aussi, ce bouquin Alors c'était une des bonnes surprises. C'est plus difficile d'avoir des statistiques de vente et de diffusion d'ouvrages en Afrique, mais l'une des bonnes surprises, c'est qu'il a fait discussion et débat en Afrique, et on le voit apparaître sur des blogs de débat. Et donc oui, on est aussi content de la façon dont le débat a lieu en Afrique subsaharienne. C'était bien l'un des objectifs de ce livre aussi, de provoquer le débat avec des accords et des désaccords forts, et c'est ça qui est important.
Alors, vous le dites et vous l'avez répété, provoquer le débat, donner des éléments pour le débat. Et je me disais, mais c'est vrai que c'est une évolution du livre politique et des essais politiques, ou économiques d'ailleurs. C'est moins d'arriver avec un projet, un message fort pour dire, voilà, je vous apporte la solution comme il y a quelques décennies. Hein. Et oui, ben, on met sur la table des éléments et puis au lecteur d'améliorer l'idée qu'il va se faire, de sortir des stéréotypes grâce à ça. Oui, peut-être juste un chiffre sur l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, en 1960, au sortir de l'ère coloniale, c'est 240 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 860 millions d'habitants. Et en 2050, ce sera 1,8 milliard d'habitants au minimum. Et je parle bien du territoire au sud du Sahara. Deux Africains, deux subsahariens sur 3 ont moins de 25 ans. C'est fatalement, ces chiffres nous montrent que c'est des sociétés qui bougent à toute allure. Et finalement, ces sociétés en mouvement créent fatalement des débats, des tensions au sein de ces sociétés. Il y a besoin d'un lieu pour que ces débats s'expriment, ces divergences s'expriment. Et c'est un rôle important des intellectuels de tous bords que d'exprimer cela, par le livre notamment. Et ces lieux ne sont peut-être pas si nombreux que cela aussi. Ils se développent et ils se diversifient. L'arrivée d'Internet, et notamment sur le continent africain, révolutionne la donne du débat intellectuel. On en parle un peu dans le temps de l'Afrique, et je pense que ça, c'est une donnée structurante. Le débat intellectuel qui a longtemps tourné autour du livre se fait aussi